Je donne maintenant la parole au secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le mois prochain sera commémoré le 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies. La Charte est notre feuille de route vers un monde meilleur. Notre manuel de l'utilisateur, définissant les buts et principes qui sont les nôtres. Un guide pratique pour promouvoir les 3 piliers de notre travail, paix et sécurité, développement et droits humains. Les anniversaires sont des occasions qui permettent de faire le bilan, de voir ce qui s'est passé dans le passé et de commémorer, mais également une possibilité de se tourner vers l'avenir. Il est donc tout naturel, surtout à une période marquée par des turbulences, un véritable tumulte, de se tourner vers l'avenir et de nous poser des questions essentielles. Comment pouvons-nous être l'organisation la plus efficace que nous puissions être? Comment pouvons-nous être plus souples, plus coordonnés, plus adaptés aux défis d'aujourd'hui, de la décennie à venir, des 80 ans à venir? L'initiative ONU 80 est ancrée dans une volonté de répondre à ces questions pour équiper notre organisation des outils nécessaires pour traverser une époque d'incertitude extraordinaire. Nous vivons des temps dangereux. Mais c'est également une période marquée par des occasions à saisir et des obligations. La mission des Nations Unies est plus urgente que jamais. Il nous appartient de déployer davantage d'efforts pour parvenir à atteindre les objectifs de développement durable, de nous concentrer rigoureusement sur la mise en œuvre du pacte pour l'avenir, avec les nombreuses voies qu'il offre pour renforcer le multilatéralisme. Dès le premier jour de mon mandat, nous avons engagé un programme de réforme ambitieux visant à améliorer nos méthodes de travail et nos résultats. Le système de développement repensé en est un exemple. Notre objectif commun a toujours été de rendre notre organisation plus efficace, de simplifier les procédures, d'éliminer les doublons et de renforcer la transparence et la responsabilité de chacun. La crise des liquidités à laquelle nous sommes confrontés n'est pas nouvelle, mais la conjoncture financière et politique actuelle rend nos efforts encore plus urgents. Ce qui est aujourd'hui en question, c'est l'essence même du multilatéralisme, ses valeurs, ses principes et sa pérennité. Mais je perçois également chez bon nombre d'entre vous une grande détermination et volonté politique de forger une ONU plus forte que jamais, prête à relever les défis du XXIe siècle. Nous devons être à la hauteur de ce moment. Excellencies. Excellences, comme l'indiquait ma lettre du 11 mars, l'initiative ONU 80 est structurée autour de 3 axes principaux. Premièrement, nous aspirons à identifier rapidement les gains d'efficience possibles et les améliorations que l'on pourrait mettre en place dans le cadre de la configuration actuelle. Deuxièmement, nous examinons la mise en œuvre de tous les mandats qui nous ont été accordés par les États membres. Et troisièmement, nous examinons le besoin de changements structurels et d'un réalignement des programmes dans l'ensemble du système des Nations Unies. Dans le cadre du premier axe de travail sur les gains d'efficience et les améliorations, la secrétaire générale adjointe Catherine Pollard est à la tête d'un groupe de travail pour le secrétariat qui développe une stratégie de gestion visant à concevoir un nouveau modèle de fonctionnement, un nouveau modèle d'entreprise pour l'organisation. Le groupe de travail se concentre sur le développement de propositions pour la réduction des coûts et les gains d'efficience pour la gestion et les opérations de tout le secrétariat des Nations Unies. Ce groupe revoit les fonctions administratives pour repérer les éléments de redondance, rationaliser les processus et concevoir des solutions intégrées avec des analyses du coût, bénéfice, risque et des feuilles de mise en route, des programmes de mise en œuvre clairs. Des priorités incluent la consolidation structurelle et fonctionnelle, la rationalisation des effectifs, le déménagement d'un certain nombre de services à partir de lieux d'affectation où les coûts sont particulièrement élevés, la centralisation des services de soutien et d'informatique
et l'automatisation et le recours aux plateformes numériques. Le groupe de travail se concentre dans l'immédiat sur le domaine de la gestion et les domaines opérationnels, mais le reste du secrétariat devrait également contribuer à ces gains d'efficacité. Par exemple, toutes les entités du secrétariat à New York et à Genève se sont vues prier de revoir leurs fonctions pour déterminer si certaines de ces fonctions pouvaient être effectuées depuis des sites existants où les coûts sont plus faibles ou pourraient être réduits ou supprimés. Cela est particulièrement applicable aux fonctions qui ne soutiennent pas directement les instances intergouvernementales à New York ou à Genève. En ce qui concerne le système des Nations Unies au sens large, en avril, le comité de haut niveau sur la gestion a identifié un certain nombre de mesures à l'échelle du système pour des gains d'efficacité dans des domaines comme la gestion des ressources humaines, la gestion des chaînes d'approvisionnement et les technologies de l'information et de la communication. Des propositions concrètes sont en train d'être développées et cela inclut le fait d'identifier les services que les organisations du système pourraient fournir plus vite, à un coût plus faible ou par le biais de contrats plus rentables. J'en arrive ainsi au deuxième axe, l'examen de la mise en œuvre des mandats. Comme je l'indiquais dans ma lettre du 11 mars, cet axe porte sur la manière dont l'ONU met en œuvre les mandats qui lui ont été confiés par les États membres. Nous n'examinerons pas les mandats eux-mêmes. Ces mandats, c'est à vous d'en décider. Notre travail à nous est d'examiner et de présenter des rapports sur la manière dont nous les mettons en œuvre. Notre objectif est de simplifier et d'optimiser notre travail en la matière. Il y a près de 20 ans, en 2006, une analyse des mandats et du cycle de génération des mandats avait été menée par le secrétariat. Un certain nombre de problèmes ont été repérés, y compris des obligations en matière d'établissement de rapports trop lourdes, des chevauchements entre organes au sein des organes et une architecture inefficace et marquée par des doublons pour la mise en œuvre, tout comme un certain nombre d'écarts entre les mandats existants et les ressources existantes. Soyons très francs, la plupart de ces problèmes ont non seulement perduré, ils se sont même aggravés. Nous devons faire mieux. Notre examen sera mené de manière holistique. Nous examinerons toute la palette de mandats et tout ce qui relève de leur mise en œuvre. Cet examen, ainsi, ne peut pas se limiter au secrétariat des Nations Unies. Mais c'est là qu'il commencera. Nous avons déjà mené à bien une identification de tous les mandats apparaissant dans le budget programme et nous en ferons bientôt de même pour le reste du système. L'examen a jusqu'à présent permis d'identifier plus de 3600 mandats uniques, rien que pour le secrétariat. L'examen est actuellement en train d'être approfondi. Nous regroupons ces mandats autour de différents prismes analytiques. Après ce travail analytique, les entités et départements pertinents seront invités à repérer les possibilités d'amélioration ou de consolidation des efforts. Cela devrait aboutir à l'identification des doublons, de redondance ou de possibilités de créer davantage de synergie dans la mise en œuvre. Bien évidemment, à partir de ce travail, il sera possible que les États membres souhaitent envisager de mener eux-mêmes un réexamen des mandats. Il ne fait aucun doute que les milliers de mandats existants aujourd'hui et toute notre machinerie qui permet de les mettre en œuvre exercent une contrainte sur les capacités des États membres, surtout ceux qui ont des missions plus petites, et sur le système des Nations Unies, au-delà du raisonnable. C'est comme si nous avions laissé l'aspect formel et le nombre de rapports ou de réunions devenir des fins en soi. La mesure du succès, ce n'est pas le nombre de rapports produits ou le nombre de séances ou de réunions qui se tiennent. Ce qui doit nous permettre de mesurer le succès, la valeur, l'objectif de notre travail, c'est la différence que nous faisons sur le terrain, dans le monde réel, dans les vies des populations. J'en arrive ainsi au troisième axe de travail, les changements structurels. Des propositions concernant les changements structurels et un réalignement du programme émergeront sans doute de l'examen de la mise en œuvre des mandats. Mais nous avons déjà lancé le processus en demandant leur opinion à un certain nombre de dirigeants au sein de l'ONU. Leur contribution initiale, près de 50 en tout, montre un haut niveau d'ambition et de créativité. La semaine dernière,
nous avons approfondi un certain nombre de ces idées et notre réflexion sur les changements structurels dans le cadre d'une session dédiée des chefs de secrétariat du système des Nations Unies dans le cadre d'un groupe pour la coordination. J'ai eu le sentiment de voir émaner de ce processus une détermination collective, un sens de la responsabilité de la part des chefs des différentes entités des Nations Unies et une volonté commune de renforcer le système et d'accepter, de faire le choix du changement pour renouveler notre travail. Un engagement envers vous, les États membres, avec des propositions concrètes et ambitieuses pour une nouvelle ONU. Le système des Nations Unies est très divers. Il est constitué d'organisations avec différentes structures, différents mandats. Pour travailler dans le cadre de nos 3 axes de travail, j'ai établi 7 groupes ONU 80 sous la coordination du groupe de travail ONU 80 en étroite collaboration avec le groupe de travail du secrétariat. Chacun de ces 7 groupes rassemble différentes organisations qui contribuent à des objectifs généraux analogues dans des domaines similaires. Cela permettra de promouvoir les efforts autour des 3 axes de travail d'ONU 80 pour repérer les gains d'efficience possibles et les améliorations, examiner la mise en œuvre des mandats et permettre des changements structurels. Sera géré. Cela sera au niveau des mandats et sera constitué des éléments suivants. Paix et sécurité, coordonné par le DPPA, DPO, OCT et Bureau des affaires de désarmement. Développement, secrétariat. Il y a 2 groupes ici, car le travail du secrétariat est très différent du travail des différentes divisions, mais les 2 groupes travailleront en étroite collaboration. Développement au sein du secrétariat, coordonné par le DAUS, CNUSED, la CAE et le PNUE. Développement pour le système des Nations Unies, coordonné par le PNUD, l'UNOPS, l'UNICEF et le DCO. 3. Le volet humanitaire coordonné par le coordonnateur des secours d'urgence, PAM, UNICEF, HCR et OIM. Ensuite, droits humains coordonné par le HCDH. Ensuite, formation et recherche, coordination par l'Université des Nations Unies et l'UNITAR. Et enfin, les agents spécialisés, coordonnés par l'UIT et l'OIT. Ce seront là les forces motrices pour aboutir à des propositions concrètes. Leur niveau d'ambition sera très élevé car l'époque l'exige et cela reprendra également dans une large mesure ce qui est contenu dans le pacte pour l'avenir. Excellence, autour de ces 3 axes de travail. Mon objectif est d'avancer aussi rapidement que possible. Des initiatives avec un effet sur le budget programme proposé pour 2026, préparées dans le cadre du travail coordonné par le groupe de travail du secrétariat, seront inclus dans les estimations révisées pour le budget 2026 en septembre. La proposition de budget pour 2026 a déjà été transmise au CCQAB il y a quelque temps. Il serait impossible de changer la chose à l'heure actuelle. Nous réviserons notre proposition et nous présenterons la version revue en septembre pour laisser le temps d'approuver ce budget pour l'année prochaine. Des changements supplémentaires qui nécessitent une analyse plus détaillée seront présentés dans le budget programme proposé pour 2027. Nous attendons à une réduction significative du niveau budgétaire général. Par exemple, permettez-moi d'écrire ce qui est envisagé pour le volet paix et sécurité. Premièrement, refaire le point sur le DPPA et DPO, remettre pendule à l'heure, fusionner les unités, éliminer les doublons fonctionnels et structurels, se débarrasser des fonctions qui sont également exercées par d'autres parties du système. Je pense que nous pourrions également éliminer 20% des postes des 2 départements. Deuxièmement, un exercice analogue de rationalisation pour la partie civile du maintien de la paix. Troisièmement, la consolidation au sein du
du Bureau de lutte contre le terrorisme, de toutes les activités de lutte contre le terrorisme existant dans le système. Quatrièmement, un examen de la structure actuelle des bureaux régionaux, des représentants spéciaux et envoyés spéciaux pour consolider le système, pour rendre l'ensemble plus fonctionnel et pour permettre des économies significatives. Le niveau de réduction de postes pour le DPPA et le DPO que j'évoque doit être considéré comme un niveau de référence pour l'exercice à l'échelle de toute l'initiative ONU 80, pour tenir compte efficacement et comme il se doit des spécificités de chaque domaine. Il faut réfléchir immédiatement à des jeux de mesures accompagnant d'éventuels licenciements ou des mesures permettant de déplacer le personnel sur d'autres sites. Mais en déménageant un certain nombre de postes, nous avons déjà réduit notre empreinte commerciale dans un certain nombre de villes et nous avons réduit nos coûts relevant des postes et autres. Nous avons déjà pu mettre en place des économies significatives à New York en mettant fin à notre bail pour l'un des bâtiments qui était le nôtre en déplaçant le personnel dans les locaux existants et nous espérons pouvoir clore 2 bâtiments supplémentaires avec des baux qui expirent en 2027. Le budget ordinaire est le point sur lequel nous mettons l'accent dans les médias, mais cela inclura également des efforts pour tous les axes de financement du secrétariat. Des décisions difficiles devront être prises. L'effet pour les États membres et pour leur contribution sera visible pendant des années. Mais nous ne pouvons pas parvenir à être plus efficaces si nous ne nous concentrons pas également sur le volet programmatique de notre travail. Nous mènerons un dialogue à l'échelle de tous les systèmes des Nations Unies. C'est un travail en cours et cela nécessitera donc un travail dans le cadre des groupes thématiques établis. Des propositions supplémentaires émaneront des autres axes de travail et seront soumises aux États membres prochainement. Beaucoup de changements nécessiteront l'approbation de l'Assemblée générale cette année et l'année prochaine. Je consulterai étroitement et régulièrement les États membres concernant la progression de cet exercice en vous demandant quelle direction suivre et en vous présentant des propositions concrètes pour que nous en débattions et pour que nous prenions des décisions lorsqu'il convient. Un certain nombre de ces changements seront douloureux pour notre famille des Nations Unies. Le personnel et leurs représentants sont préoccupés, ils sont entendus. Notre préoccupation est de faire preuve d'humanité et de professionnalisme dans notre gestion de tous les aspects liés à cette restructuration. Excellence, l'initiative ONU 80 est une occasion unique et significative pour renforcer le système des Nations Unies et pour aboutir à des résultats pour ceux qui dépendent de nous. C'est un élément central pour mettre en œuvre le pacte pour l'avenir. C'est un élément crucial pour progresser vers les objectifs de développement durable. Les besoins des peuples au service desquels nous sommes doivent rester notre étoile polaire. Nous devons respecter nos principes et nous ne devons jamais oublier les valeurs qui sont les nôtres. Il n'y a pas de compromis possible à cet égard. Nous défendrons toujours les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Nous travaillerons de manière à faire en sorte que nos 3 piliers, paix et sécurité, développement et droits humains, soient renforcés mutuellement et pour faire en sorte que l'équilibre géographique, la répartition géographique de nos effectifs et nos stratégies pour le genre et pour le handicap soient préservées. Et nous serons conscients plus que jamais des intérêts de tous les États membres, et en particulier des pays en développement. Votre participation active, votre soutien à l'initiative ONU 80 sont vitaux pour faire en sorte que ces efforts soient inclusifs, innovants et représentent les besoins de tous les États membres. Le succès de l'initiative ONU 80 dépend de notre capacité, à nous tous, de nous montrer à la hauteur de nos responsabilités communes et complémentaires. Beaucoup de décisions seront entre vos mains, vous, États membres. Beaucoup d'entre vous avaient convenu que nous devions faire preuve d'audace et d'ambition. C'est ce qu'il faut à notre organisation. C'est ce qu'exige l'époque que nous vivons. Ne nous y trompons pas. Des décisions difficiles et inconfortables nous attendent. Il serait plus facile et même tentant de les ignorer ou de rejeter la patate chaude à quelqu'un d'autre. Mais cette voie-là serait une impasse. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres choix que celui de l'ambition et d'un objectif commun fort. Profitons de cet instant avec un sens de l'urgence et de la détermination et travaillons ensemble pour bâtir une ONU plus efficace et plus robuste pour aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Secrétaire général.